Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est reparti pour une nouvelle fois aux questions. J'ai mis ça sur mon ordinateur et c'est parti. J'ai une petite question de Ninon qui me demande: est-ce que manger des fruits en entrée, c'est bien pour pas que ça stagne dans l'estomac? Alors, les fruits, manger en entrée, ça dépend. On mange, je sais pas, du melon qu'on se partage tous, ça se digère super vite, surtout des petites quantités. Donc des fruits en entrée, oui, pourquoi pas, hein. Des fruits juteux, ouais, tranquille, hein. Ça digère super vite normalement. Et en fait, bon, dans l'estomac c'est pas trop gênant, mais après c'est dans les intestins que les fermentations sont un peu gênantes. Voilà. Donc ouais, en entrée c'est mieux, ou en dehors des repas, c'est encore mieux. Et surtout pas juste après le repas, parce que là, ça va stagner, fermenter dans les intestins, pas bon. Ensuite, une question de Dorothée. Coucou, j'ai juste une petite question, sans jugement. Pourquoi tu n'achètes pas tout bio? Surtout les boîtes, les grandes surfaces. Alors, le bio, je sais, ça, le bio c'est un lobby aussi, hein. Il y a du bien, il y a du mauvais. Et en fait, le truc, c'est qu'en bio, il y a des pesticides qui sont autorisés. Bon, c'est des pesticides dits naturels, mais leur toxicité est pas forcément plus basse, hein. Des fois, ça peut être pire, ça dépend. Dans le cas du raisin, le raisin bio, ils utilisent des pesticides pas super. D'ailleurs, j'ai toute une vidéo là-dessus qui s'appelle Bio égale sans pesticides, faux. Donc vous allez voir des exemples et c'est assez parlant, quoi. Alors, en fait, quand j'achète bio, c'est surtout parce qu'il y a certains produits super spécifiques que je trouve pas ailleurs. Donc je vais dans les magasins bio pour trouver telle ou telle marque ou tel produit un peu rare. En fait, j'achète pas bio parce que ça coûte super cher et en fait, ça vaut pas forcément le coup, quoi. Bon, à une certaine époque, j'achetais beaucoup plus de bio, mais j'avais pas encore fait mes recherches, et maintenant que je sais pas mal de choses, je préfère faire des économies, quoi. Voilà. Ensuite, une question de Pommeline. Peut-on retrouver ces règles avec une alimentation 80-10-10? Donc, c'est-à-dire avec 80% de glucides, 10% de protéines et 10% de lipides. Enfin, ça, c'est les macros en moyenne sur la semaine, quoi. Bah oui, mais il faut manger assez. Bon, le truc avec cette alimentation-là, c'est que les aliments sont un peu plus dilués en calories, parce qu'ils contiennent plus de fibres et plus d'eau. Et du coup, si on veut manger assez, des fois ça passe par le comptage des calories, quoi. Ouais. Des fois ça peut être utile, hein. Normalement, pour la plupart des gens, c'est pas utile de compter ses calories, mais pour certains, c'est super utile. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo récente là-dessus. Comment compter ses calories sans se planter? Je crois que c'est ça le titre. Donc, ouais, veille vraiment à manger assez, Pommeline, hein. Essaie de manger même plus que nécessaire, parce que si tu manges pas assez, tu vas devenir trop maigre, tes hormones vont être déséquilibrées, et les règles elles vont être plus rares, ou leurs cas vont disparaître, et ça c'est pas un bon signe, parce que quand on est maigre à ce point-là, en fait ça nous expose à un risque d'ostéoporose élevé. Ouais, ça craint. Ensuite, une question de Jean Benoît. Que penses-tu d'Anthony William? Il est très populaire aux États-Unis, surtout dans le milieu vegan. Alors, son nom, j'avais oublié parce que ça m'intéresse pas ces trucs-là. En fait, oui, il prône les cures de jus de céleri. Bon, vous savez ce que je pense des cures, hein, c'est souvent quelque chose que les gens font. Voilà, un régime pour essayer de contrebalancer tout ce qui a été fait juste avant. Et bon, boire du jus de céleri, ouais, ok, pas de problème. Mais boire que ça, et puis se punir, et puis penser que ça va compenser quoi que ce soit, à long terme, non. Donc ce que je dirais, buvez peut-être un jus de céleri pour accompagner le repas, ou un jus de céleri au goûter, je sais pas. Mais en faire des repas de jus de céleri, c'est une très mauvaise idée, parce que d'où viennent les fibres après? Parce qu'il nous faut des fibres. Et puis c'est hyper pauvre en calories, le jus de céleri, enfin voilà, c'est pas un repas. Donc peut-être que dans les premiers jours, vous vous sentirez mieux, parce que en enlevant la viande, les produits laitiers, tout ça, d'un coup on se sent plus léger. Mais après, une fois que les réserves de glycogène sont vides, pas cool. Le problème de ces cures, c'est que ça n'apprend pas à manger sainement, ça n'apprend pas à manger équilibré, pour ce que ça veut dire. Et non, j'ai du mal avec ce genre de propos, quoi. Alors, est-ce que c'est dangereux? A priori, non. Mais je pense qu'on y allant très fort avec le jus de céleri, pas bon, quoi. C'est comme ceux qui font beaucoup de jus de persil, de chou, qu'est-ce qu'ils disent encore, du kale, enfin des trucs amers, pas super. Le jus de céleri, c'est encore celui qui a le meilleur goût, clairement.
Et bon, pas une bonne idée, quoi. C'est pas une solution miracle. Et en fait, ça prétend guérir de pas mal de choses, sauf que ça n'est pas du tout fondé scientifiquement, tout ce que c'est censé guérir. Pas du tout, du tout. Je dirais, restez loin de ces trucs-là parce que à long terme, ça ne marche pas. Et faire des excès, puis ensuite une cure pour se punir, et puis ensuite des excès parce qu'on a la dalle. Enfin, c'est classique, hein, c'est toujours comme ça que ça se passe. Les gens qui font des cures régulièrement, en fait, ils font des craquages aussi régulièrement et ils n'ont pas d'alimentation stable. Du coup, c'est pas génial, quoi. C'est malmener son corps, c'est pas le respecter, quoi. Ensuite, une question de Dimitri. Salut Pauline, j'ai beaucoup aimé ta vidéo. Par rapport à l'excès d'ingestion de protéines, je connais que quelques-unes des conséquences telles que, comme quoi ça pourrait potentiellement causer des soucis au niveau des reins. Pourrais-tu, s'il te plaît, développer le sujet dans une de tes prochaines vidéos? Ok. Alors, j'ai pas développé de manière hyper exhaustive, hein, parce que je trouve ça c'est un peu déprimant. Mais en tout cas, j'ai juste réuni des données qui devraient être très parlantes. Voilà, je vous résume tout ça. Alors, dans un de mes articles, j'ai traduit ce petit passage-là. Donc, d'après une étude majeure récente, le risque d'insuffisance cardiaque est accru de 49% pour les personnes qui consomment une grande quantité de protéines laitières et de 17% pour celles qui consomment beaucoup de protéines végétales. Bon, les protéines animales, c'est les pires, c'est clair, mais quand on y va vraiment très fort sur les protéines végétales, il y a aussi des risques. Donc ça, ça concerne l'insuffisance cardiaque. C'est fou, hein? Moi, je vous mets aussi le nom et le lien de l'étude. Alors, j'ai aussi un autre petit exemple qui parle de reins, cette fois. Et bien, attention, écoutez. Je lis tout le passage, hein. L'une des plus grandes tendances alimentaires lors de la dernière décennie a été l'éviction des céréales, des légumineuses et des produits laitiers dans l'idée d'imiter une alimentation paléolithique riche en viande. Dans une étude aléatoire faite en Australie auprès de sujets ayant une alimentation locale typique comparée à un régime paléo, les chercheurs ont mesuré le niveau de TMAO, le truc qui nous intéresse là, qui est un métabolite créé par l'ingestion de viande rouge. Il s'est avéré que le niveau de TMAO augmente l'athérosclérose des vaisseaux sanguins, l'agrégation des plaquettes et la coagulation, ainsi que les cicatrices au tissu des reins et du cœur, qui sont toutes des évolutions défavorables. Alors, les mesures des niveaux de TMAO étaient bien plus élevées chez les personnes ayant un régime paléo, tandis que l'apport en fibres était bien plus bas, qui sont toutes deux des évolutions inquiétantes. Et donc avec tous ces régimes à la mode, très riches en viande ou riches en toutes sortes de protéines d'origine animale et graisses, ça accompagne des problèmes de santé. Hein. Je n'ai pas développé plus dans cette vidéo, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Ceux qui n'y croient pas, ils ont qu'à aller voir les études scientifiques et c'est édifiant. Il y a des centaines d'études que si on les met ensemble, il n'y a pas l'ombre d'un doute, quoi. Voilà. Ok, donc ça c'était les petites questions que j'avais loupées récemment. Et je vais aller voir les questions qu'il y a sur YouTube maintenant. Donc on en est à 9 minutes, ça. On peut continuer un petit peu. Alors les commentaires. Ouais, je regarde que les commentaires récents parce que sinon je vais pas y arriver. Qu'est-ce qu'il est bon ce raisin? J'adore les raisins à petits grains comme ça. Alors Frédéric me demande: bonjour Pauline, j'ai lu que la consommation de céréales et de légumineuses est mauvaise pour la santé. Qu'en penses-tu? Alors je sais pas où est-ce que tu as lu ça. Sûrement sur un site codivore. Avec beaucoup de sources. Non, je rigole. Il n'y a pas de sources qui vont indiquer que c'est une bonne idée d'enlever les céréales et les légumineuses. Hein. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on enlève ce genre de sources de glucides? Mais bizarrement, il y a les protéines et les graisses qui vont augmenter proportionnellement dans l'alimentation. Bon, après, on peut s'en passer, mais ça rend les choses vraiment compliquées, quoi. Enlever les céréales? Non. Bon, par contre, enlever les petits pains au chocolat avec ce méga gras, les donuts, les beignets, les gâteaux. Oui, enlever les desserts gras à base de céréales et de produits laitiers, j'en passe, oui. Mais non, enlever les céréales, quand c'est des céréales mangées avec des légumes, quand c'est des céréales sans cochonnerie à côté. Quand je dis cochonnerie, je parle de produits d'origine animale, hein, surtout, et d'huile. Donc si on enlève... Enfin, vous avez compris, quoi. Faut arrêter de faire des amalgames entre
céréales et petits pains au chocolat. Arrêtez de faire des amalgames entre sucre et beignets. C'est pas pareil. Quand on parle de dessert gras, il y a beaucoup d'ingrédients et accuser que le sucre, c'est pas honnête. Alors, enlever les légumineuses. Oui, on peut aussi, mais je vois pas l'intérêt non plus. Ouais. Surtout quand on mange les légumineuses entières, cuites correctement, enfin, je vois pas l'intérêt du tout. Ouais. Alors, je dis pas qu'il faut en manger des tonnes, hein, mais manger un peu moyennement, c'est pas un problème, quoi. En fait, ouais, c'est des crudivores qui vont vous sortir ça, ou alors ceux qui sont pour les régimes paléo, par exemple. Ah là là, c'est un truc de fou. Donc en gros, les crudivores vont vouloir éliminer tout ce qui est cuit et trouver des excuses pour prétendre ça, sans preuve. Et ceux qui prônent le régime paléo, ils vont enlever tous les aliments qui sont censés être ajoutés assez tard dans l'histoire, dans l'évolution de l'humanité. Bon, après, ils ont leurs idées, ils ont leurs hypothèses, mais bon, après, où sont les preuves? En fait, c'est bénéfique d'ajouter des céréales dans son alimentation. Je sais pas, qu'on ajoute du riz, qu'on ajoute du quinoa, bon, c'est une fausse céréale, on s'en fout, et ajouter des haricots rouges, ça fera que du bien à notre alimentation, quoi, et à nous. Parce qu'en fait, quand on fait ça, on mange plus de fibres, on mange plus de glucides, et tiens, bizarrement, on se sent bien, parce qu'on a assez d'énergie, finalement, pour notre cerveau, nos muscles et le reste du corps. Non, si des gens commencent à vous recommander ça, fuyez, ou demandez les preuves, hein. On peut discuter, hein. Voilà. Ah tiens, j'ai une question de Victoria, je crois qu'elle m'a reposé la question. Bon, après, c'est une question assez longue, et je fais pas de coaching en ligne comme ça dans mes foires aux questions, hein. Bon, s'il vous plaît, gardez les questions courtes, parce que voilà, je suis pas là pour résoudre les problèmes de santé, je suis pas un diététicien, un nutritionniste, un médecin, je suis Pauline, je fais de la vulgarisation scientifique, que je suis traductrice, je comprends ce qui se passe en anglais et je peux vous le raconter. Parce qu'assez peu de choses en ligne sont disponibles en français. On va dire que 90% des trucs intéressants en ligne sont en anglais. Et si on ne sait pas parler l'anglais, on rate beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous traduis ce qu'il y a de plus intéressant. Je ne vais pas tout faire non plus, hein, je suis que une personne. Bon, allez, je vous le dis quand même. Coucou Pauline, je commente en espérant que tu puisses répondre à mes questions. Oui, il y a plusieurs. Premièrement, je suis végane depuis 3 ans, ok, cool. J'ai 19 ans depuis peu et ça fait 5 à 6 mois que je me suis lancée dans un régime riche en glucides et pauvre en graisse. Or, depuis quelques semaines, je n'ai plus aucun appétit, je mange très peu de calories, par exemple 60 grammes de riz cru, donc avant cuisson, hein. Je suis calée pour le repas. De même, je saute le petit déjeuner car je suis très barbouillée le matin, malgré le fait que je m'hydrate suffisamment. J'aurais aimé avoir ton avis sur la question. Alors, le problème, c'est pas moi qui va réussir à le résoudre. Si tu peux pas te forcer à manger plus dans ces conditions-là, je peux rien faire pour toi. Bon, tu manges les bons aliments, par contre, on mange tellement peu que c'est pas suffisant. Et du coup, voilà. Maigreur, perte de règles, manque d'énergie. Et pourtant, voilà, pour toi, l'appétit, ça marche pas. Manger à ton appétit, ça marche pas. Donc, ouais. Ce que tu peux faire, c'est compter tes calories et puis manger des trucs plus denses. Je sais pas, par exemple, manger des flocons d'avoine avec du lait végétal, peu importe, et rajoute du sucre par-dessus. Et pour les personnes comme toi qui ont beaucoup de mal à manger des quantités suffisantes, rajoute des trucs concentrés, hein. T'en fais pas pour les fibres, rajoute du sucre dans tes fruits, dans tes flocons d'avoine, et puis quand tu manges, je sais pas, un truc cuit par exemple, des féculents ou légumes, je dirais vas-y doucement avec les légumes, garde de la place pour des féculents et prendre des féculents raffinés parce que t'en as besoin. N'aie pas peur du riz blanc, n'aie pas peur des nouilles de riz, des pâtes. Je dirais même pour l'instant évite les pommes de terre vu que tu n'arrives pas à manger assez. Voilà. Alors, une autre question. Non, c'est pas une question. Oh les trolls. Une question de Mélissouche. Coucou, je connais des personnes qui ont eu des cancers et leurs cancérologues leur ont dit d'arrêter le sucre car le sucre nourrit les cellules cancéreuses. Qu'en penses-tu, toi qui manges beaucoup de sucre? Merci. Il faudra que je retrouve l'étude qui parle de ça, je vais le faire. Alors, quand on dit sucre, il y a toujours un amalgame avec les desserts gras. Ils disent en fait de pas manger, enfin de réduire le chocolat, réduire tous les trucs gras qui ont un goût sucré, quoi. Et après, il y a un amalgame et les gens ont peur du sucre, ils ont peur
des fruits. C'est n'importe quoi et ça n'arrange rien en fait. Donc, on va passer à ça. Est-ce que le cancer est dû au sucre? En fait, le sucre nourrit toutes les cellules du corps, hein. Les saines, les pas saines. Et si on veut empêcher le corps de se nourrir correctement, on punit toutes les cellules en fait, et ça ne résout rien. En fait, il faut trouver la cause du cancer. Alors il y en a une qui est assez énorme, c'est pas la seule, mais c'est la plus grande. En fait, les chercheurs ils ont découvert quelque chose de très intéressant. Il y a 2 études qui innocentent le sucre et accusent les protéines pour le cancer. Bon, avant de commencer, je tiens à préciser que personne ne me paye pour dire ça. J'utilise simplement ma liberté de penser et d'exprimer mes constats. Bon, les avis personnels, ça m'intéresse pas, seules les preuves m'importent. Bon, donc c'est dit, passons au vif du sujet. Bon. On entend souvent sur Facebook et un peu partout, même chez les médecins, que le sucre cause le cancer. Mais vu que n'importe qui peut publier n'importe quoi sur Facebook, et que tous les médecins ne lisent pas les études, il faudra quand même rester sceptique et puis mener l'enquête. Bon, heureusement, il y a des médecins qui lisent les études et qui s'intéressent un peu à tout ça. Bon. Allons voir ce que des scientifiques sérieux, qualifiés et spécialisés disent vraiment dans leur rapport. Bon, si on s'intéresse aux études publiées à ce sujet, on découvre 2 choses surprenantes qui ne font pas plaisir aux vendeurs de poudre miracle. Premièrement, ce sont les acides aminés et non pas le sucre qui fournissent la plupart des éléments constitutifs des cellules tumorales. Voilà, c'est cette étude-là, je le mets à l'écran. Et deuxièmement, les cétones alimentent la prolifération tumorale et la métastase. Oui, les cétones, ça vient des régimes cétogènes, entre autres. Quand on a un excès de cétones, ça veut dire qu'on a mangé trop de gras. Bon. En termes simples, ces 2 études sur le cancer, elles accusent les excès de protéines et de graisses plutôt que le sucre. Le sucre, c'est le carburant préféré du corps. Comment est-ce que le carburant préféré du corps pourrait causer le cancer? Bon, même en excès, non, je vois pas comment. Si on suit les régimes pauvres en glucides de la mode, on aura peut-être l'illusion d'effets encourageants à court terme, mais on risque de se retrouver dans le pétrin en évitant le sucre et les glucides en général. Je m'explique, c'est important tout ça. Les régimes pauvres en glucides font surtout perdre de la masse musculaire et osseuse. Si vous voulez les liens, vous cliquez, vous allez voir mon article, vous aurez tous les liens et toutes les preuves. Et ces régimes pauvres en glucides, ils font aussi perdre du poids de glycogène et d'eau. C'est ça la perte de poids initiale avec ces régimes dangereux. Et voilà, ces régimes pauvres en glucides ne font pas vraiment perdre de masse graisseuse. À moins de s'affamer et de continuer ça longtemps. Voilà. Et les personnes qui perdent beaucoup de poids avec ces régimes sont en déficit calorique. Voilà, c'est la pure vérité. Alors ces régimes pauvres en glucides et riches en graisses et riches en protéines, ils augmentent le risque de problèmes de santé à partir de 6 mois de régime, comme l'explique Cyrus Kambata, docteur en biochimie de la nutrition. Le régime cétogène n'est pas bon non plus pour les performances des sportifs. On ne peut pas faire de sport d'intensité correctement quand on manque de glycogène. Ouais, les stocks de sucre dans les muscles et le foie, c'est ça le glycogène. C'est les stocks d'énergie. Il y a même un marathonien ouvert d'esprit qui a consigné ses résultats décevants sur son site quand il a tenté un régime pauvre en glucides pendant 7 mois. Son expérience montre l'importance des glucides pour la course à pied. Bon, fermons la parenthèse et revenons au sujet du cancer. Des blogueurs prétendent que le régime cétogène permet de lutter contre le cancer. Pour démêler le vrai du faux, le docteur Michael Greger a examiné les études à ce sujet dans la vidéo sous-titrée en français, qui est dans l'article. Bon, ça continue. Je conseille de le lire. On entend des foules de trucs complètement faux dans les médias, sur les réseaux sociaux, du bouche à oreille. Voilà, il y a beaucoup de désinformation. Une question de Maneki Neko. Bon, c'est un peu long, mais bon, c'est intéressant. Il dit « Ce qui m'embête avec toutes ces études pro ou anti-glucides, pro ou anti-graisse, pro ou anti-viande, produits laitiers, gluten, etc., c'est que ces études ont souvent une alimentation industrielle avant de tester le régime alimentaire en question. » Je suis d'accord. Du coup, quoi que le cobaye ingère, du moment que c'est de la nourriture fraîche et non transformée, il y a toujours une alimentation des indicateurs de santé. De la même manière, les aliments ou catégories d'aliments étudiés sont choisis et comparés sans distinction de qualité. Un lait de vache pasteurisé, aux hormones
d'élevage intensif dans un produit industriel transformé est incomparable avec un petit lait issu d'une brebis qui n'a pas pris de médicaments dans sa vie et qui broute de l'herbe, je parle de code santé pathétique, comme une baguette rassie de supermarché et à des années-lumière des bienfaits d'un bon pain artisanal au levain issu de farines anciennes. Bref, je reste mitigée sur les études et je pense que la qualité et la provenance du produit sont plus importants qu'au type d'aliment et les proportions dans lesquelles on les mange. Pour ta fac si tu souhaites. Il y a plein de trucs là-dedans avec lesquels je suis pas d'accord. Là, en fait, ce commentaire-là, il idéalise quelques produits que ce soit en comparant le bio et quelque chose d'une moins bonne qualité, qui a coûté moins cher à produire, on va dire. Alors, je suis désolée. Il y a une étude qui montre que la viande bio contient autant de substances cancérigènes que la viande conventionnelle. Et je ne sais pas pourquoi ce serait différent pour d'autres produits. Pour le lait aussi, le lait bio, de vache ou de chèvre ou que sais-je, il y a aussi des hormones. Ah oui, en fait, c'est des hormones naturellement présentes. Arrêtez d'idéaliser les produits d'origine animale de qualité. Voilà. Bon, ne parlons pas d'éthique si tu veux. Mais même niveau santé, je n'y toucherai jamais. Alors ce que tu as dit sur les études, c'est souvent vrai, mais pas forcément. Il y a des études de grande qualité qui utilisent un groupe témoin pour être vraiment sûr que c'est pas biaisé. Donc dans le doute, allez voir les études et la méthode, quoi. Donc si tu restes mitigé, apprends à lire les études et regarde simplement ce que les docteurs pro-végétaliens américains ils disent, quoi. Il y a beaucoup de docteurs honnêtes aussi. Alors par exemple, oui c'est vrai que même pour un régime paléo par exemple, on pourrait prouver des bienfaits parce que il y a des gens qui sont en obésité morbide, qui mangeaient au McDo tout le temps et que d'un coup on fait manger un peu plus de fibres. Oui, du coup bizarrement ça va mieux. C'est sûr. Et le pain, t'as l'exemple du pain de supermarché. Rassis, faut pas exagérer, rassis. Bon, en fait, c'est les mêmes ingrédients que la baguette du boulanger, sauf que ça va être. Le levage du pain va être de différentes durées. Il y a moins d'efforts fournis pour produire le pain, quoi. Et moi, j'idéalise pas le pain complet parce que je trouve ça hyper indigeste et je préfère manger du pain blanc avec ce que je par-dessus, par exemple la confiture, la crème de marron, et puis avoir une source de fibres différente dans la journée, par exemple. Ça, du raisin, des légumes, des pommes de terre, des bananes. Voilà. Donc, t'as raison, il faut être vigilant et puis regarder les effets d'une alimentation à long terme. Parce que là, comme tu dis, ces études qui sont un peu biaisées, pas très intéressantes, qui essaient de démontrer l'efficacité d'un régime, ça se démonte vite. C'est des études à court terme et en continuant ces alimentations-là de 6 mois, 1 an, 2 ans, ce qui se passe quand l'alimentation prônée est mauvaise, les gens reprennent tout le poids, dans la plupart des cas. Voilà. Bon, c'était très sérieux, on va continuer maintenant. Une question de Cocofit. Coucou Pauline, j'ai une question sur la perte de poids. Je souhaite commencer l'alimentation riche en glucides et pauvre en graisse, mais je ne sais pas combien de calories manger pour entrer en déficit calorique. Ah, tu souhaites entrer en déficit calorique, c'est pas ce que je prône, mais... Et tu dis que actuellement, je teste une semaine 90-10 et je ne perds pas et je ne sais pas si je mange trop du coup. Je fais du sport 3 à 4 fois par semaine, entre 1h et 1h30. Chaque fois ou en tout? Il faut être précis, sinon je suis pas sûre. En tout cas, si tu viens d'une alimentation où tu faisais que tu tentais de faire une restriction calorique et que d'un coup tu manges assez de glucides, c'est comme possible que tu perdes la graisse et que tu gagnes un peu de poids, de réserve de glycogène et d'eau. Donc en fait, à court terme, c'est inutile de regarder la balance. Regardez la balance au bout de, 2 semaines, pour ceux qui ont fait des régimes un peu extrêmes. Ceux qui font des régimes pauvres en glucides. Tester 1 semaine, c'est assez peu. Je dis plutôt teste 3 semaines. Et pas la peine d'entrer en déficit calorique. Il faut juste éviter de manger le double de ses besoins. En fait, quand on est en surpoids, je dis cliniquement en surpoids, on peut manger ce qu'on a besoin et perdre du poids quand même. Parce que les glucides, c'est pas métabolisé de la même manière que les protéines et les graisses.
Et c'est ce qui fait toute la différence, quoi. Ok. Bon, on continue. Question de cerise. Pourquoi un excès de sucre simple ne fait pas prendre de poids, alors qu'un excès de céréales féculents, si? Le fait que tu consommes seulement une portion de produits gras par semaine t'a permis de mincir de 5 kg. Je te remercie de prendre le temps de répondre aux questions. Alors, première question. En fait, quand on parle de sucre simple, dans le sens de fruits et de sucre raffiné, quoi. Ouais, c'est ça les sucres simples. Ou alors jus de fruits. Ou alors smoothie. Voilà, vous avez compris le truc. Hein. On dit sucre simple, on parle pas de chocolat. Et tu dis... En fait, en mangeant comme ça, même avec des excès, on peut quand même perdre du poids. Parce que le corps, il aime pas les transformer, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente. Hein. Et si on compare ça à des céréales ou des féculents, en fait, les céréales et les féculents contiennent en moyenne quand même pas mal plus de protéines et de graisses. Bon, ça dépend lesquelles. Par exemple, le riz est très pauvre en graisse, les pommes de terre aussi. Si on parle des flocons d'avoine, ils contiennent quand même 15% de graisse, donc c'est un peu plus. Et c'est pratique dans certains cas. Mais en gros, quand on mange plus de féculents, on se retrouve avec plus de graisse et plus de protéines, surtout plus de protéines. Et du coup, c'est plus difficile de perdre du poids. Mais ça reste quand même vachement mieux que de manger des trucs méga gras, genre du fromage, de la viande, en photo. Il faut y être vraiment très fort pour prendre du poids avec les féculents. Hein. Vraiment fort. Je suis sûre que la plupart des gens n'y arriveront pas. Il faut de l'entraînement. Hein. Ensuite, deuxième question. T'as dit que je mange une portion de produits gras par semaine. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit quand je mange du gras, un truc assez gras, j'en mange qu'une portion. Et c'est pas forcément une fois par semaine. Hein. Des fois, c'est plus. Et en fait, si je veux faire plus qu'une fois par semaine, c'est là que je me limite à une portion. Par exemple, en ce moment avec les Magnum vegan, j'en mange juste un et c'est tout. Ça veut pas dire que je mangerai que un dans la semaine. Non, dans la même semaine, je peux aussi manger les galettes de viande au soja et au blé, qui sont quand même assez grasses, mais du coup, je mange juste un et c'est fini. Alors en ce moment, des trucs gras, je mange plusieurs fois par semaine, mais je fais vachement attention aux quantités parce que je veux pas dépasser mon truc calorique. Et en fait, en ce moment, j'ai perdu du poids parce que je m'entraîne beaucoup. Et je m'entraîne, on va dire, tellement que c'est dur de suivre au niveau calories. Et du coup, j'ai perdu 5 kilos en 2 mois. Voilà, ça représente environ 500 grammes par semaine, ce qui est raisonnable. Il ne faut pas perdre du poids plus vite que ça. Hein. S'il y a une perte du poids plus rapide que ça, il faut commencer à s'inquiéter un peu et puis manger un peu plus d'aliments, quoi. Bon, ça va, j'ai de la marge, je suis largement dans la plage de poisson, vous en faites pas pour moi. Alors oui, je pourrais me gaver et pas perdre ce poids, mais en fait, je me sens bien en ce moment. La puissance que j'ai sur le vélo, j'ai un capteur de puissance pour le mesurer. La puissance que j'ai en ce moment, c'est au-delà de tout ce que j'ai dans toute ma vie. Ça se passe très bien. Et donc ça veut dire que je mange assez et le petit déficit que j'ai, si j'en ai un, ça va, il n'est pas excessif. En fait, oui, on peut faire un déficit si on veut perdre du poids, mais il faut vraiment se limiter pour ne pas le faire trop grand. Par exemple, pour une femme, on va dire, il ne faudrait pas dépasser 300 kcal de déficit par jour, parce qu'au-delà, vous allez manquer d'énergie. Pour un homme qui a peut-être plus de marge, 500 kcal max, dépassez pas ça, hein, s'il vous plaît. Mais pour quelqu'un qui est en surpoids ou en obésité, il n'y a pas besoin de faire de déficit. Hein. Évitez ça, c'est pas une bonne idée. Mangez juste assez à votre faim, mais en mode riche en glucides, pauvre en graisse, 80% de glucides, 10% de lipides, 10% de protéines, ça devrait suffire. Parce que en mangeant comme ça, c'est dur de surmanger et on limite les graisses et les protéines et c'est parfait pour perdre du poids. Pas besoin de faire de sport, mais le sport c'est un bonus. Patrice me dit « Bonjour, je mange beaucoup trop d'amandes, comment faire pour en consommer moins ?» La réponse va être courte, sois pas fâché. N'achète pas d'amandes. Si tu as du mal à te contrôler avec les cannes et les noix, n'en achète plus, n'en mets pas chez toi. Et à la place de ça, tu manges des fruits. Voilà. Donc en fait, je pense que si tu n'arrives pas à te contrôler avec les amandes, c'est que tu ne manges pas assez de glucides. Tout simplement.
une question de MR. Bonjour, est-ce que tu bois de l'eau du robinet, s'il te plaît? Oui, je bois que ça ici. Bon, si j'étais dans une ville où l'eau du robinet serait pas bonne, je prendrais un filtre. Je pense qu'on se prendra un filtre correct à long terme, mais bon, pour l'instant, je vois pas trop l'utilité. Donc ça dépend de la bouteille. Puis il y a des filtres d'entraîne-cam qui sont très bien, pas besoin de se ruiner dans un filtre. Hein. Ok, bah, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a comme question pour l'instant. Je pense pas rien louper. Et bon, c'est assez long, c'est 32 minutes. Allez, je vous laisse et puis on se retrouve pour... Ok, la prochaine vidéo, ce sera aussi une foire aux questions et puis je vous montrerai des repas récents. Voilà. Allez, ciao, passez une super bonne journée. Et puis, occupez-vous bien de vous. Soyez gentil avec vous-même, bienveillant avec vous-même. Allez, à bientôt.